Je m'appelle Louise Kia. J'ai 34 ans, je suis analyste de système et je vis à Durham, en Caroline du Nord. Pas d'enfant, jamais marié, un emploi stable, un modeste appartement et une voiture payée. Sur le papier, ça ressemble à la paix. Mais dans ma famille, la paix n'est qu'un autre mot pour dire disponibilité. Pour eux, je suis celle sur qui on peut compter, le portefeuille de secours dans lequel ils peuvent puiser dès que la vie devient compliquée. Tout a commencé 2 mois avant Noël. Je sirotais un café entre 2 appels Zoom quand mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur aînée, Denise. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Juste, couvre la résidence universitaire de mon fils, son ordinateur portable, son forfait repas. 15 000 $. J'en ai besoin avant la fin décembre. J'ai vraiment éclaté de rire. Puis j'ai réalisé qu'elle était sérieuse. Denise a toujours cru que la responsabilité est quelque chose que les autres font pour elle. Elle est tombée enceinte à 20 ans, a épousé un type qui a disparu à 22 ans, et pendant la décennie suivante, elle a flotté entre des projets et des petits boulots qui ne rapportaient jamais assez pour payer les factures. Nos parents, surtout papa, n'ont cessé de la renflouer. Quand leur patience s'est épuisée, elle a trouvé une nouvelle cible, moi. J'ai répondu par SMS, court et clair, ça n'arrivera pas. Pas de réponse, pas de culpabilisation, juste le silence pendant 3 jours. Je savais que son silence n'était pas la paix. C'était de la planification. 3 jours plus tard, une amie de ma salle de sport a appelé. Elle a dit qu'elle avait entendu mon père, Harold, discuter avec Denise après son entraînement matinal. Leur voix portait dans les vestiaires. Denise avait dit « Ne t'inquiète pas. Après le dîner de Noël, elle paiera. » Elle le fait toujours. Et papa, mon propre père, avait acquiescé et dit « C'est son rôle. » Elle le doit à la famille. Son rôle. Mon rôle. Ce mot est resté coincé comme du verre dans ma poitrine. Ils croyaient vraiment que j'étais né pour financer leurs mauvais choix parce que je n'avais ni mari ni enfant, parce que j'avais eu la vie facile, parce que la réussite signifiait la servitude. Je ne les ai pas confrontés. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai souri quand maman a appelé pour m'inviter au dîner de Noël, j'ai dit que j'apporterais le dessert et quelques cadeaux. Elle avait l'air ravie, soulagée, comme si tout était encore normal. Laissez-les penser que c'est normal, ai-je pensé. Laissez-les planifier la petite embuscade. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur un onglet, mon compte bancaire, sur un autre, mon tableau de bord d'assurance. Tout d'abord, j'ai appelé ma société de carte de crédit et j'ai retiré Denise en tant qu'utilisatrice autorisée. Elle ne savait pas que j'avais remarqué tous ces frais d'essence et d'épicerie d'urgence au cours des derniers mois. Ensuite, j'ai appelé mon assureur automobile et je l'ai retiré du contrat, cette Camry d'occasion qu'elle conduisait, immatriculée à mon nom. Elle pensait que j'avais oublié. Ce n'était pas le cas. Le timing serait parfait. Sa couverture expirerait 6 jours après Noël, suffisamment de temps pour qu'elle fasse la fête avant de réaliser que le trajet était terminé. Pourtant, j'ai gardé les apparences. Quand elle a envoyé une photo de la robe qu'elle avait achetée pour le dîner de fête, j'ai répondu « Magnifique. Tu seras superbe. » J'ai même aidé à commander le cadeau de Caleb en ligne. Chaque mot, chaque emoji, un autre fil dans le piège qu'elle ne voyait pas venir. Mais à l'intérieur, mon esprit était un calcul glacial. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la récupération. J'avais passé ma vie d'adulte à payer pour les urgences des autres. Je voulais un Noël qui ne soit pas une transaction. Plus les fêtes approchaient, plus je me sentais légère, presque en paix, presque coupable de me sentir en paix. Puis la culpabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus vif, l'anticipation. Le matin de Noël, je me suis réveillé avant l'aube. La ville était immobile et argentée sous le givre. J'ai emballé les derniers cadeaux et glissé 3 enveloppes dans mon sac à main, chacune d'un blanc impeccable, identique, scellé. Elles ressemblaient à des chèques. Elles n'en étaient pas. Alors que je me tenais devant le miroir, je ne reconnaissais presque pas mon propre sourire. Il n'était plus doux ni poli. C'était une satisfaction tranquille, celle qui vient quand on arrête enfin de s'excuser d'exister. Ils pensent que je jouerai mon rôle pour toujours, ai-je murmuré à mon reflet. Ils ont oublié, c'est moi qui écris les règles. Et sur ce, j'ai attrapé mes clés, je suis sorti dans le froid et je me suis dirigé vers le dîner qui allait tout changer.
l'air à l'intérieur de la maison de mes parents sentait la cannelle, le jambon glacé et la tension. Chaque Noël là-bas était le même, des lumières chaudes, des rires forcés et un courant sous-jacent de jugement discret. Maman était dans la cuisine, fredonnant des chants de Noël, son bracelet en or cliquetant contre le bol pendant qu'elle mélangeait la purée de pommes de terre. Papa était assis en bout de table, polissant ses lunettes comme il le faisait toujours avant les conversations sérieuses. Denise est arrivée en retard, comme d'habitude, portant cette robe rouge que j'avais aidé à commander. Son fils, Caleb, suivait derrière, portant une pile de cadeaux emballés. Il m'a adressé un sourire timide. « Salut, tante Louise. »« Salut, gamin. » Je lui ai rendu son sourire, sincèrement. Rien de tout cela n'était de sa faute. Mais le sourire de Denise. C'était de la pure performance, le genre de sourire que les gens arborent quand ils croient déjà avoir gagné. Le dîner a été bruyant. Maman s'est inquiétée de la dinde. Papa a fait un cours magistral sur l'unité familiale, et Denise n'a cessé de lâcher de petits commentaires. Oh, Caleb est tellement excité pour le prochain semestre si tout se passe bien. Chaque phrase était un appât jeté en l'air comme des miettes de pain. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, sirotant du vin, riant des histoires de Caleb sur les visites du campus. Finalement, après le dessert, papa a levé son verre. À la famille, a-t-il dit, à la générosité et à la tradition. Ses yeux se sont tournés vers moi. Denise s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les jambes et a souri. Voilà qui arrive, ai-je pensé. Louise, a-t-elle commencé doucement, à propos de l'université de Caleb. Je l'ai interrompue d'une voix calme. En fait, j'ai apporté quelque chose pour toi. Ses yeux se sont illuminés comme ceux d'un enfant le matin de Noël. J'ai fouillé dans mon sac à main et je lui ai tendu l'une des enveloppes. Elle l'a ouverte immédiatement, imaginant probablement un chèque. Son sourire a disparu, son front s'est plissé. Elle a sorti une seule feuille de papier, dactylographiée, centrée, simple, cette année, je n'offre des cadeaux qu'à ceux qui ne s'y attendent pas. Je récupère aussi ce qui m'appartient, la voiture, la carte et le contrôle. Joyeux Noël. Le silence qui a suivi était presque cinématographique. Le cliquetis des fourchettes s'est arrêté. Maman s'est figée en pleine gorgée. Papa a cligné des yeux, incertain s'il avait bien entendu. Puis Denise a ri, un rire aigu et faux qui s'est brisé à mi-chemin. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ça veut dire que j'en ai fini d'être ton filet de sécurité. Ton assurance automobile expire dans 6 jours. La carte de crédit que tu utilises a été annulée. Tu devras gérer les frais de scolarité de Caleb comme tous les autres parents. Son visage est devenu rouge, puis blanc. Tu es incroyable, a-t-elle sifflé. Tu sais que je suis dans une situation difficile. Je sais que tu manipules, ai-je dit doucement. Maman s'est levée, la voix tremblante. Louise, tu ne peux pas faire ça. À Noël. En fait, c'est le moment idéal, ai-je dit, parce que c'est là que vous vous attendez tous au plus. Papa a claqué son verre sur la table. Ça suffit. Cette famille s'est toujours aidée. C'est drôle, ai-je répondu, parce que l'aide semble ne couler que dans un seul sens. Denise a jeté la note sur la table. Tu vas le regretter. Tu reviens toujours en rampant après t'être calmé. Je me suis levé. Non, Denise, pas cette fois. Caleb a regardé entre nous, les yeux grands ouverts, confus. Je me suis tourné vers lui et j'ai adouci mon ton. Tu es un bon garçon. Rien de tout ça n'est à propos de toi. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Le reste n'a été que chaos. Maman a pleuré. Papa a crié. Denise est montée en trombe à l'étage, claquant la porte si fort qu'une décoration est tombée de l'arbre. Je suis restée assise, finissant mon vin au milieu de la tempête. C'était étrange de voir à quel point la paix pouvait être silencieuse quand tout le monde criait. Quand je suis finalement parti ce soir-là, je n'ai pas claqué la porte. Je suis sorti calmement, ne portant que mon manteau et mon sac à main. La neige avait commencé à tomber, des flocons doux s'amassant sur l'allée. Derrière moi, des voix résonnaient encore à travers les fenêtres, des accusations, de la culpabilité, de l'incrédulité. Au matin, mon téléphone était un champ de bataille, 15 appels manqués, des dizaines de SMS, la plupart de maman et de Denise, quelques-uns de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Égoïste, cruel, tu as traumatisé ton neveu, tu vas le regretter.
Et puis il y avait papa, pas de mots, juste le silence, qui, d'une certaine manière, coupait le plus profondément. À midi, le groupe de discussion familiale était en flammes. Ma cousine Kelly avait même posté quelque chose de vague sur Facebook. Ce sont toujours ceux qui n'ont pas de famille qui essaient de détruire le bonheur des autres. Tu mourras seule, ma sœur. Elle ne m'a pas tagué. Elle n'en avait pas besoin. Les murmures ont commencé rapidement. À l'épicerie, Madame June, la femme qui connaît ma mère depuis toujours, s'est penchée et a dit « Tu vas bien, ma chérie ?» Après ce qui s'est passé avec cet homme marié au travail? J'ai cligné des yeux. Quel homme marié? Elle a juste souri maladroitement et s'est enfuie. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'ai réalisé toute l'étendue de la chose. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient en train de réécrire ma réputation. Ma famille avait décidé que si elle ne pouvait pas me contrôler avec la culpabilité, elle me détruirait avec des rumeurs. Et pourtant, alors que j'étais assise là, sur le parking, à regarder la neige s'accumuler sur le pare-brise, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste murmuré, laissez-les parler. Parce que j'étais déjà en train de planifier quelque chose de plus grand, quelque chose de définitif. Au Nouvel An, les murmures s'étaient répandus plus vite que la grippe des fêtes. Partout où j'allais, il y avait le même regard, la sympathie enveloppée de commérage, le genre de demi-sourire que les gens arborent quand ils pensent connaître votre secret. Apparemment, j'avais couché avec un collègue marié. Apparemment, j'avais eu une dépression nerveuse. Apparemment, j'étais instable et jalouse de la famille de ma sœur. Chaque rumeur me disait une chose, ma famille était derrière tout ça. Personne d'autre ne connaissait suffisamment de détails pour les déformer aussi parfaitement. Au travail, une collègue d'un autre service m'a arrêté dans le couloir. « Et, je voulais juste prendre de tes nouvelles », a-t-elle dit doucement. « Si jamais tu as besoin de parler de quelque chose. » J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et j'ai continué à marcher. C'est alors que ça m'a frappé, il ne me punissait pas seulement pour avoir dit non. Il me punissait pour avoir changé le récit. Il ne pouvait pas supporter une version de l'histoire où je n'étais pas la méchante. Alors, j'ai commencé à construire mon propre dossier. J'ai ouvert mon ordinateur portable un soir, j'ai versé un verre de vin et j'ai créé une feuille de calcul intitulée « Preuve de générosité », chaque prêt que j'avais jamais accordé à Denise, chaque dépense que j'avais couverte pour nos parents, paiements hypothécaires, factures d'épicerie, frais médicaux, chaque aide temporaire qui n'avait jamais été rendue. Le total s'élevait à $47 000. 47 000 $ de silence et d'obéissance. Je l'ai imprimé, non pas pour exiger un remboursement, mais pour me rappeler pourquoi j'en avais fini. Une semaine plus tard, j'ai discrètement quitté le groupe de discussion familiale. Puis j'ai bloqué le numéro de Denise, suivi de celui de maman, puis de celui de papa. Chaque blocage ressemblait à la section d'un membre qui ne m'avait jamais appartenu de toute façon. Pendant quelques jours, il y a eu la paix. Puis est venue la rage. 3 nuits plus tard, je me suis réveillé en sursaut à cause d'un flot de notifications vibrantes, d'appels manqués, de messages vocaux, de numéros inconnus. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais un message est passé avant que je ne mette mon téléphone en sourdine. Tu crois que tu peux juste t'éloigner de la famille? Tu reviendras en rampant quand tu seras seul. Ce n'était pas signé, mais j'ai reconnu la cadence de Denise. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, vraiment décidé, que j'en avais fini, pas temporairement, pas jusqu'à ce qu'il s'excuse. Fini. Point final. Le lendemain matin, je suis allé au bureau des RH de mon entreprise. Il y avait un poste vacant à la succursale de Seattle depuis des mois, même poste, salaire plus élevé. Je l'avais ignoré auparavant. Cette fois, j'ai postulé. Un transfert signifiait la distance, tout un continent. À la fin de la semaine, j'ai eu une réunion avec ma superviseure, Jenna, qui était devenue l'une des rares personnes en qui j'avais confiance. Quand je lui ai dit la vérité sur la manipulation de ma famille, la campagne de diffamation, les rumeurs, elle a écouté sans interrompre. Puis elle a dit quelque chose qui est resté avec moi, les gens qui ont besoin de détruire votre réputation sont juste fous que vous en ayez construit une sans eux. Ce soir-là, j'ai emballé mon premier carton. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes amis les plus proches. Si ma famille voulait me suivre à la trace, elle n'aurait rien à suivre d'autre que le silence. J'ai passé des appels, discrets, méthodiques, à mon propriétaire au sujet de la résiliation anticipée, au déménageur au sujet des options de stockage,
à ma banque au sujet d'un nouveau compte, distinct de tous les noms conjoints qu'ils auraient pu toucher autrefois. J'ai même supprimé mon adresse de réexpédition de tous les documents accessibles à la famille. S'ils voulaient envoyer du courrier haineux, ils devraient deviner sur quelle côte je me trouvais. Pendant 2 semaines, tout a été calme, trop calme, jusqu'à ce que quelqu'un divulgue mon plan. Cela a commencé par un coup à ma porte, doux, familier. Quand j'ai ouvert, maman était là, un plat de lasagne dans les mains, comme si la paix pouvait être cuite dans une cocotte. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit, souriant trop largement. Je savais qu'elle n'était pas dans le coin. Mes parents habitent à 40 minutes. Je peux entrer? J'ai hésité. Une partie de moi voulait claquer la porte. Une autre partie voulait comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je me suis écarté. Bien sûr. Elle est entrée comme si elle possédait les lieux, a posé le plat sur le comptoir et a commencé à bavarder sur Noël, sur Denise, sur la tension artérielle de papa, 10 minutes de bavardages insignifiants jusqu'à ce que son ton change. Nous savons que tu déménages, a-t-elle dit soudainement, son sourire s'estompa. Je n'ai pas répondu. Elle a continué, nous voulons juste comprendre pourquoi tu ne penses pas clairement, Louise. Penser clairement. Voilà, la rétrogradation de égoïste à instable. Elle s'est penchée en avant, la voix douce comme une infirmière qui apaise un patient. Denise dit que tu fais tout ça parce que tu es seule, en colère, peut-être confuse. Je l'ai fixé du regard. Confuse à propos de quoi? Que tu n'as pas besoin de t'enfuir pour te sentir mieux. Tu as besoin d'être avec ta famille. Elle a fouillé dans son sac à main, en sortant un document plié. Mon pouce est accéléré. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle l'a déplié et a lissé le papier sur ma table comme si c'était quelque chose de précieux. Le titre m'a frappé comme un coup de poing, procuration, un projet rédigé par Denise, signé par mon père en tant que témoin. Il stipulait que si jamais j'étais jugé en détresse émotionnelle ou incapable de porter un jugement sain, ma sœur aurait le contrôle de mes finances pour ma protection. Ma mâchoire s'est serrée. Tu te moques de moi. Maman a soupiré. Ma chérie, personne n'essaie de te faire du mal. Nous ne voulons tout simplement pas que tu prennes des décisions hâtives. J'ai croisé son regard, ferme, froid. Vous voulez m'empêcher de partir? C'est ça. Elle a hésité juste assez longtemps pour le confirmer. J'ai pris le papier et je l'ai déchiré proprement en deux, puis à nouveau, puis à nouveau. Chaque déchirure a résonné dans la pièce comme le tonnerre. Sors, ai-je dit doucement. Louise. Sors. Son visage s'est décomposé. Pour une fois, elle n'a pas protesté. Elle a juste pris son sac à main et est partie, murmurant « Tu vas le regretter » en sortant. Quand la porte s'est refermée, je suis resté là, tremblant, partagé entre la fureur et l'incrédulité. Je m'attendais à des chantages affectifs, des commérages, voire de la colère, mais ça un contrôle légal. Il ne voulait plus seulement mon argent. Il me voulait, moi. Et ce soir-là, en fixant les papiers déchirés dans la poubelle, j'ai fait mon choix. S'il voulait le contrôle, il devrait me poursuivre à travers la carte pour l'obtenir. Cette nuit-là, le sommeil ne venait pas. J'étais allongé dans mon lit à fixer le plafond, mon cœur battant si fort qu'il couvrait le bruit de l'horloge. Ils n'essayaient pas seulement de me culpabiliser pour que je reste. Ils essayaient de posséder légalement mes décisions. Chaque instant de ma vie que j'avais autrefois considéré comme un simple drame familial se réorganisait soudain en un schéma, Denise empruntant sous mon nom, papa cosignant pour commodité, maman minimisant tout avec « tu sais comment est ta sœur ». Il me conditionnait au contrôle depuis que j'étais assez grande pour gagner un salaire. Au lever du soleil, je n'avais plus peur. J'en avais fini. Je me suis levé, j'ai préparé une cafetière et j'ai rédigé une liste intitulée « Dernières étapes ». Elle contenait 12 points. À la fin de cette semaine, je les aurais tous terminés. Première étape, confirmer le transfert à Seattle. J'ai envoyé un email à mon responsable avant 8 heures pétantes. La réponse est arrivée avant le déjeuner. Approuvé. Ils ont même proposé de couvrir les frais de déménagement. Deuxième étape, rompre le bail. J'ai appelé mon propriétaire, payé la pénalité de 3 mois à l'avance et signé une libération anticipée. Troisième étape, expédier la voiture. J'ai organisé le transport à travers le pays. La Camry empruntée de Denise ne roulerait plus jamais dans l'allée de mes parents. Quatrième étape, le silence. Je n'ai rien dit à personne ni à mes collègues,
ni à mes amis, pas même à Jenna, la seule personne qui connaissait un morceau de la vérité. Si ma famille voulait me poursuivre, elle poursuivrait des ombres. 2 nuits plus tard, alors que j'emballais des cartons, j'ai vu des phares balayer le mur de mon salon, trop lentement, trop délibérément. Ils se sont attardés sur le parking avant de repartir. Je me suis dit que j'imaginais des choses jusqu'à ce que cela se reproduise. Le lendemain matin, la réceptionniste de mon immeuble a appelé. Mademoiselle Kia, il y avait un homme ici qui vous cherchait hier soir. Il a dit que c'était votre frère. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas de frère. Il a insisté, a essayé de s'inscrire sous votre nom. Nous ne l'avons pas laissé entrer. Cela a décidé de tout. À midi, j'étais assise dans le bureau d'un avocat du centre-ville pour déposer une demande d'ordonnance restrictive temporaire. Cela ne tiendra peut-être pas, a déclaré mon avocat, mais cela mettrait quelque chose sur le registre. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte à double tour, débranché ma ligne fixe et me suis endormi en serrant mon téléphone contre moi. Chaque bruit à l'extérieur ressemblait à des pas. 2 jours plus tard, on a de nouveau frappé. Cette fois, c'était Jenna qui tenait 2 gobelets de café. On dirait que tu n'as pas dormi, a-t-elle dit. Je n'ai pas dormi. Je lui ai tout raconté, le faux document, le faux frère, la voiture dehors. Ses yeux se sont écarquillés. Louise, ce n'est plus seulement un drame familial. C'est du harcèlement. Je sais. Elle s'est penchée en avant, la voix ferme. Alors arrête de réagir et finis de t'échapper. Réserve ton vol. N'attends pas les déménageurs. Pars. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Cette nuit-là, j'ai acheté un billet aller simple pour Seattle, 3 jours plus tôt que ce que j'avais dit à qui que ce soit. Les déménageurs finiraient d'emballer sans moi. Ce qui était laissé derrière, ils pouvaient le garder. Avant de me coucher, j'ai ouvert un dernier email à mon avocat. J'ai joint des photos de la procuration déchirée, de la signature de mon père et du registre des visiteurs de mon immeuble. Puis j'ai écrit une seule phrase, si quelque chose m'arrive avant mon départ, ils en sont responsables. J'ai cliqué sur envoyer et je me suis enfin laissé pleurer, pas les pleurs discrets et polis, les vrais pleurs qui vous laissent la gorge rauque. Parce que sous la peur, il y avait du chagrin pour la version de moi qui croyait encore que la famille signifiait la sécurité. Quand le matin est venu, le monde semblait étrangement ordinaire. J'ai remis mes clés au déménageur, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement et je suis parti. Au moment où l'avion a décollé, Durham n'était plus qu'une tache de lumière hivernale derrière moi. 6 heures plus tard, les nuages se sont dissipés au-dessus de Seattle. Ciel gris, bruine légère, une ville que je n'avais jamais vue auparavant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais anonyme et vivante. Alors que les roues touchaient le sol, mon téléphone a vibré sans arrêt, 48 nouveaux messages. Je n'en ai lu aucun, ni de maman, ni de Denise, ni de papa. J'ai éteint le téléphone, je me suis adossé au siège et j'ai chuchoté, on ne peut pas piéger ce qui est déjà libre. Je pensais que c'était fini, mais le passé, j'allais vite l'apprendre, a une façon de faire suivre son courrier. La première semaine à Seattle était irréelle, ciel gris, air froid, l'odeur de la pluie sur le béton. C'était tout ce que Durham n'était pas. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé dans le silence, pas de téléphone qui vibre, pas de message culpabilisant demandant juste un petit coup de main, juste moi, mon café et le bruit de la ville qui se réveille à l'extérieur de ma fenêtre. J'ai trouvé un appartement d'une chambre à coucher à la limite de Capitol Hill, calme, petit, parfait. J'ai travaillé à distance en attendant de commencer au nouveau bureau, j'ai déballé mes cartons lentement et j'ai laissé le vide ressembler à la paix. Les premières nuits, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle est arrivée un mercredi, réexpédiée de mon ancienne adresse à Durham. Pas de nom d'expéditeur, juste mon nom tapé proprement à l'encre noire. J'ai pensé que c'était du courrier indésirable, mais à l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une seule ligne imprimée, Seattle ne réparera pas ce qui ne va pas chez toi. Tu reviendras. Tu le fais toujours. Pas de signature, mais il n'en fallait pas. Le rythme des mots, le ton, c'était Denise. Je suis resté assise là pendant longtemps à la regarder sous la lumière de la cuisine. L'écriture, ou plutôt la police, était froide, mécanique. Elle me donnait la chair de poule. J'ai déchiré la lettre en 2, je l'ai jetée, puis je l'ai ressortie 1 heure plus tard. Une partie de moi voulait l'encadrer,
un rappel de ce à quoi j'avais échappé. Une partie de moi voulait la brûler. Au lieu de cela, je l'ai plié et glissé dans un dossier intitulé Épreuve, car s'il voulait une guerre, je garderais des traces cette fois. Au cours des jours suivants, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment d'être observé. Chaque fois que je quittais l'appartement, je me surprenais à scruter les voitures garées, à vérifier les serrures, à écouter les pas derrière moi. Peut-être était-ce de la paranoïa. Peut-être pas. Alors, j'ai acheté une petite caméra de sécurité pour ma porte d'entrée. Chaque soir avant de me coucher, je vérifiais le flux, couloir vide, rue silencieuse. Pourtant, je ne pouvais pas me détendre. Puis il y a eu l'appel des RH. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu l'identification de l'appelant. « Bonjour, Louise », a dit la femme doucement. « Nous avons reçu un rapport anonyme concernant vos papiers de transfert. » Anonyme, ai-je répété. Oui. Il affirme que vous avez quitté votre ancienne succursale après une relation inappropriée avec un responsable marié. Il dit également que vous avez créé un environnement de travail hostile après avoir été confronté. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. C'était la même rumeur qui avait commencé chez moi, juste reconditionnée, recyclée, envoyée à travers le pays comme des bagages dont je ne voulais pas. Avez-vous des preuves de cela, ai-je demandé. Aucune, mais nous sommes tenus de réexaminer. J'ai passé les 2 semaines suivantes à assister à des entretiens avec les RH, à fournir des relevés de performance propres, des emails, même des captures d'écran de mon avis de démission. Chaque soir, je rentrais à la maison épuisé, les nerfs à vif. J'avais l'impression que les murs se refermaient à nouveau, un fantôme de ma famille essayant d'étouffer mon nouveau départ. Finalement, les RH m'ont innocenté. Pas d'inconduite, pas de preuves, pas de problème. Mais même lorsque j'ai été exonéré, je ne me suis pas senti libre, car je savais maintenant qu'ils n'avaient pas arrêté de parler de moi. Une semaine plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci manuscrite, avec la calligraphie soignée et démodée de mon père. « Louise, tu as trahi ta famille. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu as quitté Caleb quand il avait le plus besoin de toi. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Ne reviens pas, papa. » Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé à côté de la première. Les mots ne m'ont pas mis en colère. Ils m'ont vidé. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai laissé le chagrin venir tranquillement, pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais enfin accepté qu'ils n'avaient jamais été ceux que je pensais qu'ils étaient. Cette nuit-là, j'ai commencé une thérapie. Au début, ce n'était que des séances en ligne, puis en personne. Ma thérapeute, le docteur Ménard, a dit quelque chose qui m'a marqué: tu ne brises pas ta famille, Louise. Tu brises le schéma qu'ils t'ont enseigné. C'est devenu mon mantra. Les semaines ont passé. J'ai créé un petit cercle d'amis, des collègues, des voisins, des personnes qui ne connaissaient pas l'histoire de mon nom de famille. J'ai fait de la randonnée. J'ai cuisiné. J'ai souri plus souvent sans me demander qui avait besoin de quelque chose de moi. Petit à petit, le silence a cessé de ressembler à une absence. Il a commencé à ressembler à la paix. Puis, 6 mois plus tard, j'ai reçu un message qui a brisé le silence une fois de plus. Il venait de Caleb. « Hey, tante Louise. Ils veulent te voir. Ils ont dit qu'ils étaient désolés. » J'ai regardé le texto pendant longtemps. Mon premier instinct a été l'incrédulité. Mon deuxième a été la crainte. Parce que dans ma famille, désolé ne signifiait jamais le remords. Cela signifiait une réinitialisation. Pourtant, une partie de moi, la plus petite, la plus folle, espérait peut-être que cette fois c'était vrai. Ils ont dit qu'ils avaient changé, a écrit Caleb un instant plus tard. Ils veulent arranger les choses. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon à regarder les lumières de la ville clignoter à travers la brume et j'ai pensé, peut-être qu'il était temps de les regarder dans les yeux une dernière fois. Pas pour une conclusion, pour une confirmation. Parce que parfois, il faut retourner au feu pour prouver qu'on est enfin inifugé. 2 semaines plus tard, j'étais de retour en Caroline du Nord. Le vol m'a semblé plus long qu'avant, comme si je volais à travers une vie passée que j'avais déjà enterrée. Je n'ai dit à personne que je venais, sauf à Caleb. Il a promis de me retrouver dans un café près de la maison de mes parents. Quand je l'ai vu, je l'ai à peine reconnu, plus grand, plus vif, une trace de malaise dans son sourire. « Tu n'étais pas obligé de venir », a-t-il dit doucement. « Je sais », ai-je répondu, mais j'avais besoin de voir par moi-même.
Il a hésité, remuant son café. Ils ont été différents ces derniers temps. Maman est malade, et grand-père est plus silencieux. Je pense qu'ils ont peur. Peur de quoi? De perdre le contrôle, a-t-il dit, en levant les yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire tristement. Alors ils apprennent enfin ce que signifie la perte. Cet après-midi-là, je suis remonté jusqu'à la vieille maison. Au moment où je suis sorti de la voiture, je l'ai senti, le poids dans l'air. La même lumière de Porsche, le même paillasson usé, mais la chaleur avait disparu. Maman a ouvert la porte, plus mince qu'avant, enveloppée dans un châle. Louise, a-t-elle soufflé. Tu as l'air bien. Toi aussi, ai-je menti. Papa était dans le salon, assis près de la cheminée, les yeux fixés sur les flammes. Denise se tenait près de la table, feuilletant un dossier dans ses mains. Pas de câlin, pas de sourire, juste le bourdonnement silencieux d'une civilité maladroite. Merci d'être venu, a dit papa, la voix tendue. Nous voulions parler d'aller de l'avant. Denise a hoché la tête rapidement, comme si elle avait répété cela. Oui, nous avons tous fait des erreurs, et maintenant nous voulons juste reconstruire ensemble. Elle a poussé le dossier sur la table vers moi. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. C'est un accord de contribution familiale, a dit papa, en s'éclaircissant la gorge. Rien d'important, juste quelque chose pour que les choses soient équitables à l'avenir. Tu te débrouilles bien à Seattle, et Caleb a toujours besoin de ses frais de scolarité, plus les médicaments de ta mère. Mon pouls a battu dans mes oreilles alors que j'ouvrais le dossier. C'était un contrat imprimé, un document d'apparence légale demandant que je contribue 22 000 $ par an au soutien familial et aux urgences. Une ligne de signature attendait en bas. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Alors, c'est à ça que ressemble et désolé? Denise a froncé les sourcils. Louise, ne déforme pas. C'est ainsi que les familles guérissent, en partageant les responsabilités. Je me suis levé lentement. Les responsabilités? Tu veux dire le contrôle. La voix de papa s'est durcie. Nous t'avons tout donné, un toit, une éducation, du soutien. Vous m'avez donné des attentes, ai-je interrompu, ma voix calme mais ferme, et des factures pour l'affection. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Nous voulons juste la paix. Alors arrêtez d'essayer de l'acheter, ai-je dit. Je me suis tourné vers Caleb, qui avait l'air déchiré. Tu étais au courant de ça. Il a secoué la tête rapidement. Je jure que non. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Je l'ai cru. Sans un autre mot, j'ai fermé le dossier, je l'ai reposé doucement sur la table et j'ai pris mon manteau. Papa a commencé à parler, mais je l'ai arrêté d'un regard. Je ne suis pas venu ici pour négocier, ai-je dit. Je suis venu pour confirmer que rien n'a changé. Puis je suis sorti. Alors que j'atteignais ma voiture, mon téléphone a vibré. Un texto de Denise, ravi de t'avoir vu. Je vais raconter à tout le monde ce qui s'est vraiment passé avec ce VP à Seattle. J'ai regardé l'écran pendant un moment, puis j'ai cliqué sur bloquer. Le trajet jusqu'à l'aéroport était plus léger que celui depuis l'aéroport, pas de larmes cette fois, pas de regrets, juste la certitude. Avant d'embarquer, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai joint un dossier de fichiers des scans de la fausse procuration, des lettres de menaces, du faux contrat et je l'ai envoyé à mon avocat avec une seule ligne, je ne veux plus rien qui me lie à eux. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai embarqué. 6 mois plus tard, Seattle était devenu ma maison. Les cauchemars avaient cessé. Le travail prospérait. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un, rien de dramatique, juste gentil, stable, réel. Pour une fois, la vie semblait normale. Puis, un matin, un email est apparu de Caleb, tante Louise, je sais que tu as dit de ne pas te contacter, mais je voulais que tu saches que les choses ont changé. Maman a été malade, et elle m'a dit la vérité sur tout. Elle a dit que tu étais la plus forte. C'est pour ça qu'on t'a utilisé. Elle a dit qu'elle était désolée. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e, et pour la première fois depuis des années, mes mains ont tremblé pas de colère, mais de soulagement. 2 semaines plus tard, je suis revenu en avion, pas pour eux, pour une conclusion. La maison était plus petite, plus silencieuse, vidée de son bruit et de son pouvoir. Denise était assise sur le canapé, pâle et fatiguée. Maman avait l'air frêle mais sincère. Papa a croisé mon regard et a dit, tu avais raison sur tout. Pas d'excuses, pas de paperasse,
pas de demande, juste la vérité. Tard, mais réel. Je suis resté pendant 3 jours. Nous n'avons pas parlé d'argent. Nous n'avons pas parlé de pardon. Nous avons juste existé, dépouillés de toute l'ancienne performance. Le matin de mon départ, Caleb m'a accompagné jusqu'à la voiture. Il m'a serré fort dans ses bras et a dit, même si tu ne reviens jamais, je suis content que tu sois venu cette fois. J'ai souri à travers des larmes silencieuses. Moi aussi. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé le sol s'éloigner sous moi, cette petite maison rétrécissant au loin comme un chapitre enfin clos. Dans le reflet de la fenêtre de l'avion, j'ai vu mon propre visage, pas en colère, pas brisé, juste libre. Et j'ai pensé, ils m'ont traité de sans cœur pour être parti, mais j'étais la seule qui nous aimait assez pour arrêter le cycle.